Le nouveau président de la République démocratique du Congo se veut rigoureux. Félix Tshisekedi a mis en garde l'armée contre l'indiscipline. La Mauritanie prépare sa présidentielle de juin. Un proche du président s'est déclaré candidat, espérant lui succéder. Retour massif de réfugiés nigérians du Cameroun dans leur pays. Les humanitaires s'alarment de cette situation. Pour réclamer leur solde impayé de décembre et janvier, des policiers ont récemment tiré en l'air selon des témoignages recueillis à Beni et Ouvira, mais également à Chikapa et Bujimaya. Selon un communiqué de la présidence signé jeudi et rendu public ce vendredi, ces agents qui ont ouvert le feu font partie d'un groupe de militaires et policiers récemment sortis des centres d'instruction et déployés à travers le pays. Tout en condamnant fermement l'attitude de ces agents, le président Félix Tshisekedi a prévenu qu'il ne tolérera aucun acte d'indiscipline. Il a également affirmé que la somme relative à la solde de décembre 2018 et janvier 2019 est déjà disponible dans les banques et qu'ils vont être payés dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le parquet militaire est instruit pour interpeller et traduire en justice les coupables ainsi que tout individu militaire ou non qui volontairement perturberait la paix des militaires ou des policiers. Félix Tshisekedi a été investi président de la République démocratique du Congo fin janvier et succède à Joseph Kabila. Son arrivée au pouvoir a libéré un flot de revendications sociales dans le pays, aussi bien dans les entreprises publiques que privées. Alors que le militant anti-esclavagiste Biran Ould Da Abed a affiché sa volonté d'être candidat et que le reste de l'opposition peine à suivre derrière une candidature unique, Ould Ghazouani a salué devant des militants enthousiastes les réalisations de cette dernière décennie. Cette période correspond aux deux mandats du président Abdelaziz Bouteflika dont l'épouse se trouvait dans les gradins en signe de soutien selon un correspondant de l'agence France Presse. Ould Ghazouani, né en 1956 à Bounded, au centre-sud du pays, est issu d'une famille maraboutique. Son père était le chef d'une petite confrérie musulmane à l'enseignement et aux pratiques mystiques spécifiques, peu versé dans le maniement des armes. Je l'ai connu, c'est un homme, comme je l'ai souvent dit, un homme posé, un homme attentif. Et je pense qu'il a toutes les qualités d'un chef d'État. Une grande confiance en sa personne également, ses qualités humaines, ses qualités de chef, ses qualités de leader. Nous espérons que ça va être une continuité, mais aussi une évolution vers un avenir meilleur, Inch'Allah. Entré à l'armée en 1978, compagnon de toujours de Mohamed Ould Abdelaziz, avec lequel il a participé à 2 putschs en 2005 et 2008, Ould Ghazouani a été chef d'état-major de 2008 à son entrée au gouvernement en novembre. Ancien général, arrivé au pouvoir par coup d'État en 2008, puis élu en 2009 et réélu en 2014, Mohamed Ould Abdelaziz achèvera son second mandat en août. Soupçonné par l'opposition de vouloir briguer un 3e mandat, il a de nombreuses fois démenti, assurant toutefois qu'il continuerait à faire de la politique. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, qui a présidé mardi dernier à Libreville son premier conseil des ministres depuis qu'il a été victime le 24 octobre d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se trouve avait successivement reçu en audience plusieurs personnalités gabonaises. Lors du Conseil des ministres, des centaines de personnes ont été nommées et plusieurs de ses proches collaborateurs ont été remerciés, notamment le chef de sa sécurité privée depuis plus de 30 ans, le Coréen Park Sang-chul. Son retour de 48 heures aura aussi été l'occasion pour lui de circuler dans certains quartiers de Libreville où il a salué les badauds depuis la vitre de sa voiture.
Victime d'un accident vasculaire cérébral le 24 octobre, alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite, le président Ali Bongo, rentré ce dimanche soir à Libreville depuis Rabat, n'y était revenu qu'une seule fois depuis, très brièvement le 15 janvier. Il avait alors reçu la prestation de serment des ministres du nouveau gouvernement. En janvier dernier, une tentative de putsch a eu lieu à Libreville pour dénoncer l'absence du président et vouloir établir une transition démocratique. À ce jour, 11 personnes ont été interpellées, inculpées par le juge d'instruction et sont actuellement en détention préventive, a écrit la procureure du Faso par le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïsa Serebe, dans un communiqué. Ces personnes sont soit des membres du groupe qui a perpétré les attaques, soit ont été en contact avec l'organisateur en chef présumé des dites attaques, a-t-elle précisé. Selon elle, 2 autres Burkinabés, Sawadogo Abdoulaye alias Abdallah et l'un de ses fidèles lieutenants, Ouedraogo Youssouf, ont été abattus lors d'une opération de police dans la nuit du 21 au 22 mai 2018 dans le quartier Rayongo de Ouagadougou. L'enquête a permis d'identifier certains des terroristes abattus et d'établir que 2 des moyens roulants utilisés pour attaquer les 2 sites sont des fruits de vol à main armée commis dans la ville de Ouagadougou, a ajouté la procureure. Ces 2 attaques simultanées avaient fait 8 morts parmi les forces de défense, 85 blessés et d'énormes dégâts matériels selon un bilan officiel. Une information judiciaire avait été ouverte pour des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat, de tentatives d'assassinat, de détention illégale d'armes à feu et de munitions, de dégradation volontaire aggravée de biens mobiliers et immobiliers, le tout en lien avec une entreprise terroriste. Les investigations ont également permis d'établir que des connexions existent entre l'attaque du 2 mars 2018 et celle du café Aziz Istanbul à Ouagadougou le 13 août 2017. Le président soudanais a transmis son mandat de chef du parti à Ahmed Haroun, nommé plus tôt cette semaine comme adjoint à la tête du PCN. Il agira comme chef par intérim du PCN jusqu'à la prochaine réunion générale du parti, lors de laquelle un nouveau président sera élu. Mais la date de cette réunion n'a pas été précisée. Il est à noter que Ahmed Haroun est visé par un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité de la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour son rôle présumé dans le conflit au Darfour, une région de l'ouest du Soudan meurtrie par les violences. Omar El-Béchir est lui aussi visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusé de crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour, mais aussi de génocide. Le président, qui règne sans partage sur le Soudan depuis 3 décennies, a dirigé le parti du Congrès national au pouvoir depuis sa création. Face aux plus sérieux défis depuis son arrivée au pouvoir, Béchir a limogé le 22 février le gouvernement au niveau fédéral et provincial et nommé à la tête des 18 régions du pays 16 officiers de l'armée et 2 responsables de la sécurité. Selon la charte du Parti du Congrès national, qui possède une majorité écrasante de sièges au Parlement, le chef du PCN devient automatiquement son candidat pour l'élection présidentielle. Le prochain scrutin présidentiel est prévu en 2020. Les Nations Unies estiment que 20 000 réfugiés sont retournés à Ran, dans l'extrême nord-est du Nigeria, cible répétée des insurgés de Boko Haram, où le personnel humanitaire n'a plus accès depuis le mois de décembre. L'ONG Action contre la faim estime qu'au moins 10 000 personnes seraient retournées dans l'état de Borno, au cœur de l'insurrection, parmi les 40 000 femmes, enfants et hommes nigérians ayant fui la ville de Ran. L'association estime que les conditions ne sont aujourd'hui pas réunies pour permettre le retour en toute sécurité des réfugiés dans cette ville. Amnesty International affirme de son côté qu'au moins 60 civils qui étaient rentrés à Ran après les attaques de janvier ont été tués par les djihadistes. À en croire un humanitaire, le camp pour les déplacés est totalement ouvert, sans aucune protection.
Pour Médecins sans frontières, ce retour forcé est contre les lois internationales d'accueil de réfugiés. La ville où s'étaient déjà réfugiés ces dizaines de milliers de villageois fuyant les combats a été attaquée par Boko Haram entre la fin décembre et la mi-janvier. Pris de panique, les soldats camerounais et nigériens en poste autour de la ville se sont enfuis. La fièvre hémorragique à virus Ebola est encore plus redoutée après la destruction de 2 centres de traitement d'Ebola dans une région de l'Est de la République démocratique du Congo touchée par l'épidémie. Ces incidents ont énormément perturbé les équipes de la riposte et il faudra s'attendre à une recrudescence importante des cas dans les zones de santé de Katwa et Butembo dans les prochains jours. C'est inquiété le ministère congolais de la Santé. Tous ceux-là qui sont en train de mener ces actes, ce sont des actes à caractère terroriste parce qu'ils sont en train de cibler des sites identifiés. MSF a en effet suspendu ses activités dans les 2 centres après ces attaques. Aucun membre du personnel ni aucun patient n'a été blessé, mais les 2 attaques ont été traumatisantes pour les patients, leurs proches et les équipes qui se trouvaient dans les centres de traitement d'Ebola. Tout en accusant les États-Unis de se servir de leur aide comme prétexte pour une intervention au Venezuela, la Russie, alliée du président vénézuélien Nicolás Maduro, a promis de poursuivre son aide humanitaire légitime dans le pays. Recevant la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, l'a rassuré de la solidarité de Vladimir Poutine envers Nicolás Maduro face à un assaut frontal et une ingérence sans vergogne des pays occidentaux qui ont reconnu l'opposant Juan Guaidó. La Russie va continuer d'aider les autorités du Venezuela à résoudre les difficultés économiques et sociales, y compris par l'octroi d'aide humanitaire légitime. En général, nous pensons que le meilleur moyen d'aider les Vénézuéliens consiste à développer des interactions pratiques, pragmatiques et mutuellement bénéfiques. Le Venezuela est confronté à la pire crise politique et économique de son histoire, marquée par l'hyperinflation et des pénuries de produits de première nécessité. Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaidó avait promis de faire entrer l'aide humanitaire, mais son plan a échoué face à la résistance des forces loyales à Nicolás Maduro, qui a dénoncé une tentative déguisée d'intervention militaire de la part des États-Unis.